sommes à présent en plateau avec Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrum Asset Management. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors on va passer en revue un peu tous les sujets qui ont animé cette semaine économique. On commence évidemment par les États-Unis, ces élections américaines, ces élections de mi-mandat où du coup les démocrates reprennent la Chambre des représentants là où les républicains conservent le Sénat. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Quel impact ça peut avoir du coup sur l'économie? Je pense qu'il y a un premier impact qui est pas forcément économique mais qui laisse imaginer que le président en 2020, après 2020 ne sera pas forcément Donald Trump. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment jusqu'à présent qu'il allait faire 2 mandats sans aucune difficulté. On voit bien que ce ne sera pas forcément le cas. Il a repris la Chambre des représentants, enfin les démocrates ont repris la Chambre des représentants et dans le vote pour la partie du Congrès qui était à renouveler, les démocrates ont été en nombre de voix beaucoup plus important. Donc il y a une dynamique démocrate qui fait que la situation n'est pas tout à fait la même. Alors une conséquence immédiate, et on l'a déjà vu hier soir sur une sorte de décret qui a été pris sur les migrants. Les règles vont être durcies, donc il va y avoir une bataille très forte sur un certain nombre de sujets. Les migrants vont en être un. Probablement que la bataille commerciale qui a été mise en place à l'initiative de Donald Trump en sera un également. Donc il va y avoir des sujets de tension très, très forts et c'est ça qu'il va falloir regarder parce que Trump ne pourra plus faire les choses comme il le faisait jusqu'à présent, à signer les décrets et à les montrer pour la photographie. Ça va être probablement un peu différent et c'est ça qui va être intéressant. C'est ça la question, c'est-à-dire qu'il y a un désaveu effectivement de sa politique pour une partie de la population, mais est-ce que du coup ça peut réellement faire blocage sur sa politique? Est-ce qu'il va être obligé de composer avec eux, notamment sur la guerre commerciale? Il peut peut-être se passer du Congrès aussi pour... Il devra composer comme tous les présidents qui se sont retrouvés en minorité dans la deuxième partie de leur mandat ont discuté avec l'opposition. Donc ça va limiter le champ des possibles et ça c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc le tweet de Donald Trump va arrêter de devenir un indicateur financier comme on a pu le voir ces derniers mois? Ça le restera probablement, mais on n'ira peut-être pas jusqu'au bout. Donc il y a un contre-pouvoir qui s'est mis en place et de ce point de vue-là, c'est plutôt mieux. Ça traduit bien le caractère démographique, le balancier qui repart un peu dans l'autre sens aux États-Unis. Alors il y a une autre information qui nous vient des États-Unis, c'est la décision de la Fed de conserver du coup sa politique qui n'a rien changé. Donald Trump faisait pression pour que ça change, effectivement, pour qu'elle arrête de relever ses taux tout simplement. Ils ont décidé de rester sur une hausse de taux en décembre. C'est plutôt une bonne nouvelle ça pour le coup. C'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que la politique telle qu'elle a été mise en place n'était pas soutenable à moyen terme. Il faut que la politique budgétaire très accommodante de la Maison-Blanche soit compensée ou contrebalancée par une politique monétaire plus restrictive compte tenu de la position des États-Unis dans le cycle économique. Et donc la Fed nous dit on y va, on continue et c'est la bonne surprise en fait parce que tout le monde se demandait après la nomination de Jay Powell s'il allait être suffisamment fort pour tenir tête à Donald Trump. Il le fait bien. Il a un soutien en plus de l'intégralité des gouverneurs de la Fed. Exactement. Non, ça se passe. Le message est très clair du côté de la Fed. Ils vont continuer tant que ce sera nécessaire. Ça veut dire qu'ils vont remonter les taux d'intérêt au mois de décembre, 18-19 décembre, et puis probablement que l'année prochaine, ils feront au moins 3 hausses de taux pour être sûr que l'économie se cale sur une trajectoire plus soutenable à moyen terme. Est-ce que du coup, dans le sillage, on peut imaginer que la zone euro, ou que l'Europe fasse la même chose? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même assez... On pourrait se dire que ça va dans le même sens, mais c'est quand même assez décorrélé. On est plus frileux encore en Europe. On n'est pas dans le même état d'avancement du cycle économique. Donc l'Europe a beaucoup plus de temps avant de devoir durcir le ton en matière de politique monétaire. On voit bien d'ailleurs la BCE a indiqué qu'elle arrêterait le quantitative easing à fin décembre, faute de combattants. Techniquement, on n'a pas assez
passé d'obligations allemandes, par exemple. Mais pour la hausse de taux, on imagine octobre 2019 au mieux. Donc on a du temps, mais parce que le cycle économique n'a pas du tout la même allure qu'aux États-Unis, et donc on ne peut pas copier la politique européenne sur la politique américaine. Donc on prépare le terrain, on dit que ça va arriver, mais pour l'instant on est plus prudent, effectivement on attend que ça reparte un petit peu. Il n'y a pas d'urgence, c'est-à-dire que globalement le risque à remonter les taux d'intérêt plus précocement en Europe serait de pénaliser la croissance, parce que clairement il n'y a pas d'inflation. Quand on regarde l'inflation sous-jacente, elle est à 1,1% au mois d'octobre, donc c'est pas dramatique. Il n'y a pas de pression en interne qui obligerait la BCE à intervenir très rapidement, contrairement à ce qu'on observe aux États-Unis. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ressorts. Donc gardons cette relative indépendance de la zone euro par rapport au dollar. Alors justement sur l'activité européenne, on a eu cette semaine la publication d'un certain nombre d'indices, et notamment les enquêtes de conjoncture type Markit. Qu'est-ce qu'elles nous disent? On a l'impression que c'est un peu en demi-teinte, c'est-à-dire qu'en France on a l'impression que ça va bien, en Europe ou en zone euro c'est un petit peu plus compliqué. Le point préoccupant dans ces enquêtes, c'est surtout le secteur manufacturier qui ralentit très vite. C'est cet aspect-là, moi, qui me préoccupe le plus. Le secteur des services est relativement stable, on l'a vu en France, mais sur le secteur manufacturier, c'est ce que disait aussi l'enquête de l'INSEE, eh bien la situation ralentit très vite. Or, on sait bien que ce secteur manufacturier est celui qui crée l'impulsion sur l'économie globale, et donc tant que on était sur une dynamique plutôt robuste, il y avait un effet d'entraînement positif sur le reste de l'économie. Là, on n'a plus cet effet d'entraînement, et c'est cet aspect-là, moi, qui me préoccupe sur la conjoncture européenne, parce que ça n'est pas que spécifique à la France. On voit que dans tous les pays, et pour l'ensemble de la zone euro, l'indicateur est pour le coup pour l'ensemble de la zone euro. Exactement. L'indicateur chute depuis l'été, depuis la fin 2017. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement une inversion de tendance qui est assez forte et qui est pénalisante pour la dynamique conjoncturelle. Et du coup, quels sont les impacts de cette baisse concrète sur l'économie, mettons en France par exemple, si on devait donner des exemples? On voit bien que le rythme de croissance attendu pour 2018 et 2019 est bien inférieur à celui qu'on a eu en 2017. C'est-à-dire que 2017 a été une année exceptionnelle, et on voit bien que cette année et l'année prochaine, les rythmes de croissance seront plus soutenables. On était sur une dynamique de rattrapage très forte, mais une dynamique qui n'était pas tenable à moyen terme. Il faut que les entreprises réinvestissent fortement pour que on desserre cette contrainte, et on voit bien que l'économie française va faire probablement 1,6% cette année contre 2,2 l'année dernière. Donc c'est un mouvement de ralentissement, et probablement que le chiffre, nous attendons à 1,4% l'an prochain. Donc on voit bien que le système s'est un peu essoufflé et se cale sur une trajectoire de moyen terme qui est un peu plus soutenable pour l'économie française. Alors au-delà de la France, en Europe, il y a la situation italienne qui du coup, on a des nouvelles régulièrement. Là, il y a même une petite passe d'armes avec l'Europe sur la question du budget, où l'exécutif européen estime que le déficit atteindra 2,9%. Les Italiens, eux, tapent sur 2,4%. Et finalement, le ministre de l'économie accuse la BCE de défaillance technique, justement parce qu'ils estiment que ce sera 2,9 et non pas 2,4. Qu'est-ce qu'on peut en penser? On a l'impression qu'ils n'arrivent jamais à s'entendre sur ces sujets-là. Non, mais il y a une vraie discussion, c'est-à-dire que, ou une absence de discussion d'ailleurs. On a d'un côté en Italie la nécessité d'observer, de construire la rupture politique qu'il y a eu, d'où ce changement d'allure sur le déficit public par rapport à ce qui était prévu initialement. Donc on voit bien, rupture politique, la Ligue et le mouvement 5 étoiles veulent appliquer le programme sur lequel ils ont été élus, donc ça change forcément la dynamique, et la difficulté est que derrière ils ont des chiffres de croissance qui sont probablement trop élevés, et la Commission européenne nous dit attendez, nous on considère que les chiffres de croissance seront beaucoup plus faibles que ce que vous avancez, et de ce fait-là le déficit public sera un petit peu plus élevé que ce que vous attendiez. Donc
c'est cette dynamique-là qui va être compliquée parce que en plus la Commission européenne s'attend pour 2020 à un déficit au-delà du fameux seuil des 3%. Et donc c'est cette divergence. Jusqu'à présent, les Italiens nous disaient on va être à 2,4% en 2019, mais un petit peu en dessous en 2020. Et donc il y a une divergence de point de vue entre les Italiens et la Commission européenne. Et cette divergence-là va probablement perdurer au cours des prochaines semaines. Et alors donc ça c'est pour l'Italie. De manière plus générale, la Commission européenne est plutôt positive ou plutôt optimiste sur les prochaines années? La Commission européenne valide l'idée que la croissance ralentit un petit peu. Elle n'est pas trop, elle ne marque pas trop l'inflexion, mais on voit bien, on observe sur la zone euro, l'idée c'est qu'en 2020 la croissance ne soit que de 1,7%. On était à 2,5% l'année dernière, donc on voit bien le mouvement de repli. Alors c'est progressif, 2,1% en 2018, 1,9% en 2019, donc c'est pas dramatique, mais on sent bien que on a plus cette même dynamique. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure à propos de la dynamique industrielle qui avait tiré l'activité. C'est un peu moins vrai et globalement l'économie européenne se cale sur sa tendance de long terme qui est un peu en dessous de 2%. Et alors dernier sujet plus spécifique à la France là pour le coup et qu'on voit partout, c'est la grogne autour des prix du carburant. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ce sujet-là? Parce que du coup le pétrole lui baisse, mais le carburant du coup va être stable, ou en tout cas on s'attend à ce qu'il soit stable à cause de taxes écologiques. Bon, on pourrait dire que c'est une bonne nouvelle, mais finalement ça plaît pas à tout le monde. Non, mais pour moi il y a deux aspects. Il y a effectivement une augmentation des taxes depuis 2016, 2014 même qui a été assez forte, et ça c'est un premier point. Alors on peut lui attribuer des vertus écologiques ou pas. La question est comment on ne trace pas les recettes pour les attribuer les associer à des dépenses. On aurait pu imaginer augmenter les dépenses sur les énergies renouvelables, ce qui ne sera pas forcément fait, etc. Donc il y a une petite perte d'information à ce niveau-là. Le deuxième point, c'est que la grogne, elle est principalement, me semble-t-il, sur le diesel. C'est-à-dire que vous avez 20 millions de personnes qui ont acheté des voitures en disant je la paye un petit peu plus cher, mais dans la durée, le prix de mon carburant, le diesel, sera plus faible. Et là, tout le monde est équipé et on remonte les taxes et les gens ne vont pas changer spontanément de voiture. Donc les recettes vont forcément augmenter de façon significative. Et c'est ce problème-là qui est à mon sens au cœur de la grogne. C'est pas le fait que le prix de l'essence, on sait bien que le prix de l'essence a pas mal fluctué et que le poids de la fiscalité dans le prix de l'essence est important, mais c'est cette convergence du prix du diesel vers le prix de l'essence qui fait que celui qui a acheté sa voiture il y a 1 an ou il y a 2 ans ou il y a 3 ans a le sentiment de s'être fait avoir. C'est cette problématique-là qu'il faut observer et traiter aujourd'hui. Donc ça risque de durer un petit peu cette histoire. Ça peut durer, oui, effectivement. Merci beaucoup Philippe Wechter. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez Ostrum Asset Management.